Bonjour, je suis le docteur Jérôme Loriot, je suis chirurgien digestif et chef du service de chirurgie digestive du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Je suis membre de Resendo. Resendo est un réseau de soins ville-hôpital qui prend en charge des patientes porteuses d'endométriose. Nous allons traiter des moyens de prévention des complications anastomotiques digestives pour la chirurgie de l'appareil digestif et notamment du rectum en situation d'endométriose. Donc cette question a été traitée dans les recommandations pour la pratique clinique qui ont été publiées récemment. Il faut souligner, avant de traiter spécifiquement des sujets de prévention des complications anastomotiques, les limites en fait du travail qui a été le nôtre. Quand on essaye d'écrire des recommandations pour la pratique clinique, selon la méthodologie de la Haute Autorité de Santé, le cadre est extrêmement strict et le but est de définir s'il existe de l'evidence-based medicine qui permettent de donner des cadres, de tirer des leçons avec des niveaux de preuves scientifiques très importants pour les professionnels de santé. Quand on a effectué ce travail et cette recherche de la littérature et qu'on a recherché s'il existait des publications qui s'intéressaient à la prévention des complications anastomotiques digestives dans la chirurgie de l'endométriose, finalement la recherche bibliographique était quasi vide. Il n'y a pas d'études qui s'étaient intéressées spécifiquement à la prévention de ces complications en chirurgie de l'endométriose. Nous nous sommes intéressés par analogie aux ces mêmes questions, nous avons posé ces mêmes questions sur une recherche bibliographique qui s'intéressait aux autres types de chirurgie du rectum et notamment en situation de prise en charge d'un cancer du rectum. Et donc, nous avons essayé de transposer une partie des messages bibliographiques qui ont pu être identifiés dans la chirurgie du cancer du rectum dans l'endométriose. Bien sûr, les profils de patients étaient différents. La population n'a pas le même âge quand on a un cancer du rectum ou quand on est pris en charge pour une chirurgie du rectum de l'endométriose. Le terrain n'est pas le même. Il y a souvent eu dans la chirurgie du cancer du rectum des traitements radiothérapiques, chimiothérapiques avant l'intervention. Et cela peut modifier la morbidité, les complications de l'intervention. Donc il était difficile de faire un parallélisme complet entre les conclusions que l'on trouvait, qui sont des études publiées pour le cancer du rectum, et des leçons à tirer pour la chirurgie de l'endométriose. C'est la raison pour laquelle ces messages que nous avons pu délivrer ont été avec des niveaux de preuve limités et toujours en gardant à l'esprit que ces leçons ont été tirées de la chirurgie du cancer du rectum, mais qu'elles ne sont pas basées sur des niveaux de preuve scientifiques importants pour une chirurgie d'endométriose. Il n'existait pas d'essais randomisés, contrôlés sur chacun de ces sujets pour la chirurgie de l'endométriose. Donc la première question que nous avons étudiée était de savoir s'il était nécessaire ou utile de mettre en place un drainage post-opératoire après une chirurgie digestive d'endométriose pour prévenir en fait les complications anastomotiques. Quand on regarde dans la littérature de manière chronologique, on a distingué la période avant 2013 de la période d'après 2013. Donc avant 2013, sur des études relativement anciennes, 4 méta-analyses s'étaient déjà intéressées au drainage post-opératoire dans cette situation et à son intérêt, sans pouvoir conclure de manière significative. La plus importante étude date de 2013 avec une méta-analyse publiée par Rondelli qui incluait 8 publications. Parmi ces 8 publications, 3 étaient des essais randomisés, les autres étant des études de cohorte. Dans les publications des essais randomisés, le poids des malades inclus dans les essais randomisés était moins important, l'effectif était moins important, et donc les conclusions de l'ensemble de la méta-analyse, s'ils étaient en faveur d'une diminution des fistules post-opératoires, ont pu être en partie faussées par cette puissance plus 1 inférieure des 3 essais randomisés qui incluaient moins de patients. Et donc, cette méta-analyse ne permettait pas de tirer une leçon ou un message très clair et très fort en termes d'intérêt du drainage post-opératoire. Finalement, l'étude la plus importante et la plus intéressante est une étude récente, c'est une étude française. C'est un essai randomisé national publié par Denost et collaborateurs. Ils ont étudié l'intérêt du drainage ou non chez 469 patients, c'est un effectif important, opérés d'un cancer du rectum, avec à chaque fois des cancers du rectum qui étaient situés sous la ligne péritonéale, donc des opérations avec des anastomoses sous-péritonéales. Et finalement, les suites opératoires étaient marquées chez 17% des patients d'un sepsis pelvien, mais il n'existait pas de différence entre les groupes drainage et non drainage. Donc,
La conclusion pour la pratique clinique est donc que l'intérêt d'un drainage systématique après une chirurgie du rectum avec anastomose sous-péritonéale n'est pas démontré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais mettre de drain. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut toujours mettre un drain. Ça veut dire que, en tout cas, la systématisation du drain n'a pas d'intérêt. Le chirurgien doit s'adapter à la situation. S'il a une crainte de drainage ou une raison particulière de drainer en post-opératoire, il faut bien sûr qu'il se fie à sa conscience chirurgicale, mais en tout cas, on peut tout à fait, en sécurité, se passer d'un drainage post-opératoire après une anastomose sous-péritonéale pour une chirurgie du rectum. La seconde question à laquelle nous nous sommes intéressés dans le cadre de la prévention des complications des anastomoses digestives est l'intérêt de l'épiploplastie. Il s'agit donc d'interposer un lambeau d'épiplomb pédiculisé le plus souvent sur les vaisseaux épiploïques gauches dans le petit bassin pour prévenir la complication d'une fistule digestive ou l'apparition d'une fistule entre l'appareil digestif et l'appareil génital ou urinaire. La littérature était extrêmement pauvre et dans les publications qui intéressaient des patients de situations très hétérogènes, il existait 3 séries très anciennes avec des conclusions contradictoires. Il existait aussi une méta-analyse qui ne concluait pas à la présence d'une différence en termes de prévention du fistule, en termes de mortalité ou en termes même, et c'était l'objet de cette publication, de l'apparition de sténose anastomotique. Sur ces bases d'une littérature pauvre, avec des séries hétérogènes et anciennes, il était donc bien sûr difficile de conclure à l'intérêt d'une épiploplastie pour prévenir les complications anastomotiques digestives. Encore une fois, il s'agit d'une méthodologie stricte de la Haute Autorité de Santé qui avait pour but de faire une étude de la littérature et de sortir des niveaux de preuve très importants. Il n'existait donc pas de niveau de preuve suffisant pour recommander systématiquement l'épiploplastie ou pour établir que son intérêt était avéré dans la prévention des complications anastomotiques. Pour autant, encore une fois, ce n'est pas parce que la littérature sur le sujet n'était pas suffisamment satisfaisante qu'il est interdit de réaliser une épiploplastie tout en ayant connaissance des éventuelles morbidités que peut introduire l'épiploplastie. Il y a toute la place encore pour prouver l'intérêt dans cette situation-là d'une épiploplastie, par exemple pour la prévention des fistules recto-vaginales après une anastomose relativement basse, mais pour cela, il sera nécessaire de pratiquer des études spécifiques randomisées dans la situation d'endométriose, ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas encore été le cas. La troisième question a été celle de l'intérêt ou non de la stomie de protection dans les anastomoses digestives colorectales basses en situation de chirurgie d'endométriose. Il y a eu sur ce sujet un débat très important qui était lié d'abord, encore une fois, à cette littérature basée sur la chirurgie colorectale, du cancer du rectum qui, par essence, est différente de la chirurgie de l'endométriose, mais aussi lié à l'organisation des équipes, certaines équipes prenant en charge les patientes uniquement par des chirurgiens gynécologues, d'autres associant des chirurgiens colorectaux, et les pratiques des uns des autres étant différentes, il y a eu un grand débat et un vif intérêt sur la pratique systématique ou non d'une stomie de protection. Si on regarde la littérature, qui encore une fois est celle du cancer du rectum, entre 2008 et 2015, on retrouvait 5 méta-analyses qui traitaient de cet intérêt-là. La conclusion était en faveur de la réalisation d'une stomie dans le cas d'une anastomose colorectale basse, c'est-à-dire sous-péritonéale. Et l'étude la plus souvent citée, la plus connue, est celle de Mathiesen, qui établit un niveau de preuve suffisant pour recommander la réalisation d'une stomie systématiquement après chirurgie colorectale du cancer. En 2015, une autre étude a rapporté donc sur une cohorte de 936 patients également un intérêt de la stomie pour prévenir les complications anastomotiques. Et enfin, en 2016, une dernière étude avec un plus petit effectif, 166 patients seulement, montrait des taux de fistule de 5,8% avec une stomie contre 16% sans réalisation du stomie. Finalement, quand on regarde la littérature de manière longitudinale, il existe une unanimité pour conclure à l'intérêt de la réalisation d'une stomie de protection après anastomose colorectale basse pour prise en charge d'un cancer du rectum. On se trouve dans la même situation que pour les autres questions, et la question étant de savoir si on peut
transposer cette leçon à la chirurgie de l'endométriose et ça a été tout l'intérêt du débat qu'il y a eu dans la rédaction de ces recommandations. Le consensus qui a été trouvé a été d'établir une conclusion avec un niveau de preuve qui a été considéré un accord d'experts, c'est-à-dire un niveau de preuve faible, mais la communauté qui a rédigé ces recommandations souhaitait quand même délivrer un message aux chirurgiens qui prennent en charge les patientes. Le message est de discuter avec toutes les patientes dès lors que l'anastomose va être basse de l'intérêt de la stomie, de prévenir la patiente de ce qu'est la réalisation d'une stomie, de l'éduquer si on pense qu'il va falloir réaliser une stomie et de l'informer des complications potentielles si on ne fait pas de stomie et quelles vont être les conséquences en cas d'apparition de complications si la stomie n'a pas été réalisée. Donc c'est plutôt un message de discussion multidisciplinaire préopératoire. La stomie doit toujours être évoquée au sein de l'équipe. Faut-il la faire à cause du niveau de l'anastomose, à cause des résections associées vaginales, à cause des résections associées urinaires? Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment systématiquement être évoqué. C'est l'intérêt des recommandations de la pratique clinique que d'avoir inscrit les staffs multidisciplinaires dans la pratique. Tous les dossiers complexes doivent faire l'objet d'une concertation multidisciplinaire. Et puis derrière, c'est un message d'information pour tous les patients. La stomie doit faire partie de l'information chez les patientes qui vont être opérées avec une anastomose colorectale et encore plus chez les patientes qui vont être opérées d'une anastomose colorectale basse, car en dessous de 5 cm, le risque de fistule est tellement important que la stomie doit être au moins discutée, voire assez facilement réalisée. Donc, en ayant connaissance de ces difficultés de trouver des messages forts dans la littérature, on a pu quand même établir un certain nombre de conclusions qui doivent guider le praticien qui prend en charge une patiente porteuse d'une endométriose pelvienne profonde et digestive et qui va avoir une résection colorectale. La première est qu'on raisonne par rapport à la chirurgie du cancer du rectum. Ce ne sont pas les mêmes patients, mais néanmoins, il y a des telles anciennetés et des tels volumes de patientes étudiées et d'actes réalisés qu'on peut sans doute tirer des leçons. Le cancer du rectum, il y a eu de la radiothérapie préopératoire, il y a eu de la chimiothérapie, les patients sont plus âgés. C'est des tissus fragiles, mais de la même manière, chez les patientes qui sont porteuses d'endométriose pelvienne profonde et digestive, le pelvis est inflammatoire, les tissus ont été largement disséqués et donc on peut sans doute trouver des analogies de mode de cicatrisation et donc tirer des leçons sur les modalités chirurgicales à appliquer. Le drainage dans ces situations n'a pas d'intérêt s'il est systématique. En revanche, il est tout à fait justifié si le chirurgien pense qu'il faut réaliser un drainage post-opératoire. Attention, il faut raisonner aussi en termes de récupération améliorée après chirurgie. La récupération améliorée après chirurgie permet d'améliorer les suites post-opératoires des patientes. Elle peut et elle doit être appliquée aux patientes qui sont prises en charge pour une chirurgie d'endométriose. Et dans le cadre de la récupération améliorée après chirurgie, le drainage est un handicap à la mobilité du patient et pourvoyeur de douleur. Et donc son intérêt doit encore plus être discuté en péropératoire. Deuxième message, la épiploplastie, qui est une pratique assez courante, n'a pas d'intérêt démontré scientifiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la pratiquer quand on pense que c'est nécessaire, mais il faut, dans ce cas, toujours avoir en tête la morbidité intrinsèque potentielle de l'épiploplastie qui peut générer des complications et compliquer les suites post-opératoires. Enfin, la stomie qui est assez systématique dans la chirurgie du cancer du rectum dès lors que l'anastomose est basse sous-péritonéale, doit, dans la chirurgie de l'endométriose, être systématiquement discutée de manière multidisciplinaire avant de prendre en charge la patiente si on sait que l'anastomose justement va être basse, parce que les données préopératoires ont permis de le montrer. Et dans ce cas, la patiente doit être informée de la possibilité de réalisation d'une stomie et doit être au mieux éduquée, car il a été démontré que l'éducation préopératoire permet une meilleure acceptation post-opératoire de la gestion de la stomie au quotidien par la patiente.